Son propre père la vendit comme une marchandise à un chevalier redouté pour sauver ses terres, mais lorsque cet homme la toucha pour la première fois, ce qui suivit horrifia sa famille et bouleversa deux mondes entiers. Le soleil d'août tombait implacable sur le château de Valois, lorsque Dame Geneviève célébra son 18e anniversaire. Mais au lieu de célébration, ce jour apporta l'annonce qui changerait son destin à jamais. Le baron Philippe de Valois, un homme de 55 ans dont le visage buriné témoignait de décennies de lutte contre les bandes de routiers qui attaquaient constamment ses terres, avait pris la décision la plus difficile de sa vie. Le domaine s'étendait sur des milliers d'hectares au cœur de la Normandie en l'an 1376. C'était l'une des propriétés les plus prospères de la région, avec du bétail paissant dans des prairies dorées et des cultures qui nourrissaient 3 villages voisins. Mais cette prospérité avait un prix, les attaques constantes des chevaliers sans terre et des mercenaires qui revendiquaient ces terres comme leur dû ancestral. Geneviève était la seule fille du baron, née après 4 fils qui avaient déjà prouvé leur valeur en défendant le domaine familial. Mais elle, avec ses cheveux couleur de miel et ses yeux verts comme l'émeraude, avait grandi protégée entre les murs de pierre du château principal, étrangère aux réalités brutales que ses frères affrontaient chaque jour dans les champs. Une femme belle mais inutile pour les temps que nous vivons, avait murmuré le baron ce matin-là, observant sa fille depuis la fenêtre de son bureau alors qu'elle nourrissait les pigeons dans la cour centrale. Ces mots étaient durs, mais son cœur se brisa en les prononçant. Geneviève avait grandi douce et obéissante, avec un sourire qui pouvait illuminer les jours les plus sombres, mais dans un monde où la survie dépendait de la force et de la ruse, sa douceur semblait plus une faiblesse qu'une vertu. Le maréchal de Normandie était arrivé le même après-midi, avec une proposition qui ressemblait plus à un ultimatum qu'à une négociation. Les attaques des routiers s'étaient intensifiées ces derniers mois, et l'armée du roi ne pouvait garantir la protection de tous les châteaux de la région. Mais il y avait une opportunité d'établir une trêve temporaire, un accord qui pourrait sauver des vies des deux côtés. « Baron de Valois », avait dit le maréchal en se servant un verre de vin dans le bureau où les destins se décidaient, « Nous avons un prisonnier spécial. Ce n'est pas un simple mercenaire. C'est Sir Kellan, surnommé le Corbeau, un chevalier breton sans terre, l'un des chefs les plus respectés parmi eux. Nous l'avons capturé, blessé après la dernière attaque. Mais au lieu de l'exécuter, nous voulons l'utiliser pour négocier. » Le plan était d'une simplicité cruelle. Livrer Geneviève au chevalier captif en signe de respect et de confiance, scellant ainsi une alliance qui protégerait la région des futures attaques. C'était une pratique ancienne, utilisée par de nombreuses cultures pour unir des territoires ennemis par le mariage forcé. Mais pour le baron Philippe, cela signifiait livrer sa seule fille à un monde qu'il considérait comme sauvage et dangereux. « Ma fille n'est pas une marchandise à échanger », avait-il d'abord rugi, son poing frappant la table en chêne massif qui avait appartenu à son grand-père. Mais le maréchal connaissait bien les faiblesses des hommes désespérés. « Vos 4 autres fils sont en âge de se marier et de fonder leur propre famille, » avait-il poursuivi avec une froideur calculée. « Si les attaques continuent, il n'y aura pas de domaine à hériter, ni de fils vivants pour perpétuer le nom de Valois. Une fille sacrifiée peut sauver toute une génération. » Les mots avaient profondément touché le cœur du seigneur. Pendant les heures qui suivirent, le baron arpenta son bureau comme un animal en cage, luttant entre l'amour paternel et la responsabilité de protéger toute sa famille. Il avait vu trop de châteaux réduits en cendres, trop de familles détruites par la guerre qui semblait sans fin. Quand il appela enfin Geneviève en sa présence, le soleil se couchait, peignant le ciel de couleurs qui semblaient anticiper le drame qui allait se jouer. La jeune femme entra dans le bureau avec la grâce naturelle qu'elle avait, héritée de sa mère, Dame Isabelle, sans imaginer que dans les minutes suivantes, son monde s'effondrerait. « Ma fille, » commença le baron, évitant de la regarder directement dans les yeux, « j'ai pris une décision qui sauvera cette famille et tous ceux qui dépendent de nous. Demain, tu partiras pour les terres d'un chevalier où tu vivras comme son épouse. » Les mots tombèrent sur Geneviève comme un éclair qui fend un arbre en pleine tempête. Pendant plusieurs secondes, elle crut avoir mal entendu. Son esprit ne pouvait pas traiter l'énormité de ce que son père venait d'annoncer. « Père, » murmura-t-elle d'une voix tremblante, « parlez-vous sérieusement ?»« Tout à fait sérieusement, » répondit-il, et pour la première fois de sa vie, Geneviève vit des larmes se former dans les yeux de l'homme qu'elle avait toujours considéré comme plus fort que les montagnes qui entouraient leur foyer. « C'est le seul moyen de protéger tout ce que nous avons construit.
Ton sacrifice sauvera la vie de tes frères, de ta mère, de tous les serviteurs de ce domaine. » Le mot « sacrifice » résonna dans l'âme de Geneviève comme un glas funèbre. À ce moment, elle comprit que pour sa famille, elle n'avait jamais vraiment été une fille chérie, mais une pièce sur le grand échiquier de la survie à la frontière. Dame Isabelle, qui avait écouté depuis le couloir, se précipita, le visage baigné de larmes. Sa fille était le centre de son monde, la lumière qui illuminait ses jours de mère dans un lieu où la joie était un luxe rare. « Philippe, tu ne peux pas faire ça, » supplia-t-elle, serrant Geneviève dans ses bras comme si elle pouvait la protéger des décisions du monde masculin qui les entourait. « C'est notre enfant, notre seule fille. Ces hommes sont des barbares, nous ne savons pas ce qu'ils lui feront. » Mais le baron avait endurci son cœur pour prendre la décision la plus difficile de sa vie. « C'est déjà décidé, Isabelle. Le maréchal partira avec elle à l'aube. Kélan l'attend au camp militaire, et de là, ils l'emmèneront sur ses terres. » Cette nuit fut la plus longue de la vie de Geneviève. Elle resta éveillée dans sa chambre, regardant les poutres en bois du plafond qu'elle avait contemplées depuis son enfance, sachant que c'était la dernière fois qu'elle dormirait sous le toit qu'il avait protégé pendant 18 ans. Ses biens les plus précieux tenaient dans un petit coffre en bois. La Bible que sa grand-mère lui avait offerte, quelques bijoux de famille, et la robe blanche que sa mère avait brodée pour son jour de mariage. Un jour qui arriverait maintenant de la manière la plus inattendue. À l'aube, lorsque les premiers rayons de soleil peignirent d'or les murs de pierre du château, Geneviève fit ses adieux à la seule vie qu'elle avait connue. Ses frères l'étreignirent avec une maladresse masculine, ne sachant quel mot pourrait soulager la douleur de la séparation. Sa mère pleura jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de larmes, lui murmurant des prières à l'oreille et lui promettant qu'elle serait toujours dans son cœur. Le voyage vers le camp militaire dura 2 jours, à travers des paysages qui devenaient de plus en plus arides et sauvages à chaque kilomètre parcouru. Geneviève voyageait en silence, observant la civilisation qu'elle connaissait s'évanouir progressivement, remplacée par des montagnes rocheuses et des forêts denses qui semblaient s'étendre à l'infini. Quand ils arrivèrent enfin au camp, le maréchal la conduisit à une tente où l'attendait l'homme qui allait changer son destin pour toujours. Kélan se tenait debout, les mains liées dans le dos, mais sa présence remplissait tout l'espace disponible. C'était un homme de 26 ans, grand et fort, avec une peau burinée par le soleil et les vents, et des cheveux noirs qui tombaient sur ses épaules comme une cascade de minuit. Ses yeux sombres avaient la profondeur de quelqu'un qui a vu à la fois la gloire et la tragédie, et lorsqu'il posa son regard sur Geneviève, elle sentit comme si elle était évaluée par un juge qui voyait au-delà des apparences superficielles. « Est-ce là la femme qu'on m'envoie ?» demanda-t-il dans un français clair, mais avec un accent breton marqué, s'adressant au maréchal. Sa voix avait un ton d'incrédulité qui fit rougir les joues de Geneviève de honte. « Pensez-vous que je vais accepter quelqu'un, qu'on me livre comme un animal à qui l'on jette de la nourriture ?» Le maréchal durcit son expression. « Tu n'as pas le choix, chevalier. Cette femme fait partie de l'accord. Tu la traiteras avec respect, ou tu retourneras affronter le peloton d'exécution. » Geneviève trouva sa voix pour la première fois depuis son arrivée. « Je n'ai pas non plus demandé à être ici, » déclara-t-elle avec une dignité qui surprit toutes les personnes présentes, y compris elle-même. « Mais nous sommes tous les deux ici, alors nous devrons trouver un moyen de survivre à cela. » Ces mots étaient directs, sans apitoiement, et Kélan la regarda avec une nouvelle attention. Dans ses yeux verts, il vit quelque chose d'inattendu. Ce n'était pas une victime en larmes, ni une femme brisée par les circonstances. C'était quelqu'un qui, malgré une peur évidente, gardait la tête haute et affrontait son destin avec courage. Après qu'on eut détaché les liens de Kélan et qu'on les eut laissés seuls dans la tente, ils se regardèrent pendant de longues minutes en silence. 2 étrangers unis par des circonstances qu'aucun n'avait choisies, 2 prisonniers des décisions des autres, mais avec la possibilité d'écrire ensemble une histoire que personne d'autre ne pourrait anticiper. Le voyage vers le fief de Kélan dura 3 jours, qui semblèrent une éternité. Geneviève chevauchait en silence sur une jument qui lui avait été assignée, tandis que Kélan montait à ses côtés sur un destrier noir qui semblait être une extension de lui-même. Il ne lui avait plus adressé la parole depuis le camp militaire, mais elle sentait ses yeux l'observer de temps en temps, évaluant chaque geste, chaque réaction au paysage de plus en plus sauvage qui les entourait. Le domaine de Kélan était différent de tout ce que Geneviève avait connu. Une vieille tour de guet en ruine se dressait sur une colline, dominant un petit village de huttes en bois. Une palissade entourait la colonie, et au centre, un feu de camp semblait ne jamais s'éteindre.
Les villageois, hommes, femmes et enfants, s'arrêtèrent dans leur travail pour observer avec curiosité la femme à la peau claire qui était arrivée avec l'un de leurs guerriers. « Ce sera ta maison, » dit enfin Kellan, désignant une petite cabane en pierre à la périphérie du village. Ses premiers mots en 3 jours sonnaient rauques, comme si parler lui coûtait un effort physique. « Tu dormiras là. Je dormirai dehors jusqu'à ce que nous décidions quoi faire de toi. » Les mots n'étaient pas cruels, mais ils n'étaient pas non plus aimables. C'était comme si Kellan établissait les règles de base d'une cohabitation qu'aucun des deux n'avait choisie. Geneviève hocha la tête en silence, comprenant qu'elle devait prouver sa valeur avant de gagner le moindre respect en ce lieu. La cabane était simple mais fonctionnelle. Un lit fait de fourrure, quelques récipients en argile pour l'eau, et un petit espace où elle pouvait ranger ses maigres affaires. C'était plus spartiate que la plus humble des chambres du château, mais il y avait dans sa simplicité quelque chose qui la calmait. Il n'y avait pas de luxe à entretenir, pas d'apparence à sauver, seulement le besoin fondamental de survivre, un jour à la fois. Les premiers jours furent les plus difficiles de sa vie. Les femmes du village l'observaient avec un mélange de curiosité et de méfiance. Elles venaient du monde de leurs ennemis, du peuple qui avait tué leurs frères et leurs fils dans d'innombrables batailles. Comment pourrait-il faire confiance à quelqu'un dont le père avait probablement tiré sur leur guerrier? Helga, une femme d'âge mûr avec des cicatrices sur les mains qui parlait d'une vie de dur labeur, fut la première à s'approcher. « Sais-tu faire quelque chose d'utile » demanda-t-elle directement dans un français approximatif, « ou sais-tu seulement rester assise comme les dames des châteaux ?» Geneviève avait été élevée dans la protection, mais elle n'était pas inutile. Sa mère lui avait appris à coudre, à cuisiner et à soigner les blessures en cas de besoin. « Je sais travailler de mes mains, » répondit-elle honnêtement, « mais il faut que vous m'appreniez comment faire ici. » Cette simple réponse changea quelque chose dans l'expression d'Helga. Il n'y avait ni arrogance, ni prétention de supériorité dans les mots de Geneviève, seulement l'honnêteté de quelqu'un prêt à apprendre. Dans les semaines qui suivirent, Geneviève s'immergea dans l'apprentissage d'un mode de vie complètement différent. Elle apprit à tanner les peaux sous la direction de femmes qui avaient perfectionné cet art pendant des décennies. Ses mains, autrefois douces comme des pétales, se couvrirent de callosités et de petites blessures, mais chaque marque était une preuve qu'elle s'adaptait à sa nouvelle réalité. Elle apprit à identifier les plantes comestibles de la forêt, à trouver de l'eau dans des endroits où cela semblait impossible, à préparer des aliments avec des ingrédients qu'elle n'avait jamais vus de sa vie. Chaque jour était une leçon de survie, mais aussi une leçon de respect envers une culture qui avait appris à vivre en harmonie avec la terre la plus rude. Kellan l'observait de loin, mais il tenait sa promesse de dormir à l'extérieur de la cabane. Certaines nuits, Geneviève l'entendait bouger autour du feu qu'il allumait pour protéger l'entrée, et elle se demandait quelle pensée occupait l'esprit d'un homme qui avait perdu sa liberté en même temps qu'elle avait perdu la sienne. Un après-midi, alors que Geneviève aidait à réparer une cabane endommagée par le vent, une nouvelle arriva qui mit tout le village en alerte. Un groupe d'enfants était parti cueillir des baies sauvages et n'était pas revenu avant la tombée de la nuit. Dans ce territoire, la nuit apportait des dangers qui pouvaient coûter des vies, des animaux sauvages, un terrain dangereux, ou pire encore, des soldats ennemis en patrouille. « Nous formerons des groupes de recherche », annonça Ulrich, le chef temporaire du village. « Kellan, tu connais mieux que quiconque les sentiers du canyon nord. » Geneviève vit la tension sur le visage de Kellan. C'était sa première occasion de prouver sa loyauté au village après sa capture, mais aussi une chance de s'échapper s'il décidait de ne pas revenir. Tous les yeux étaient fixés sur lui, attendant de voir s'il choisirait l'honneur ou la liberté personnelle. « J'irai », déclara Kellan sans hésitation. « Mais elle vient avec moi », ajouta-t-il en désignant Geneviève. Sa déclaration surprit tout le monde, surtout elle. « La femme étrangère ?» demanda Ulrich avec un scepticisme évident. « Pourquoi faire? Elle a de petites mains et peut atteindre des endroits où nous ne pouvons pas, » répondit Kellan. « Si les enfants sont blessés ou coincés, elle pourrait être utile. » C'était la première fois que Kellan parlait d'elle comme de quelque chose de plus qu'un fardeau, et Geneviève ressentit un étrange mélange de fierté et de nervosité. Elle savait que c'était sa chance de prouver qu'elle pouvait être plus qu'une simple étrangère tolérée dans le village. La recherche les mena à travers des sentiers rocheux qui serpentaient entre des parois de pierre rouge, s'élevant comme des cathédrales naturelles vers le ciel étoilé. Kellan se déplaçait avec la grâce silencieuse de quelqu'un né pour vivre en harmonie avec la terre,
tandis que Geneviève luttait pour suivre le rythme sans faire de bruit qui pourrait alerter un danger quelconque. « Pourquoi m'as-tu vraiment amené ?» lui demanda-t-elle finalement, lorsqu'ils s'arrêtèrent pour boire de l'eau à une source cachée entre les rochers. Kélan l'étudia un long moment avant de répondre. « Parce que tu avais besoin de prouver ta valeur, tout comme j'avais besoin de prouver la mienne, » dit-il avec une honnêteté brutale. « Si nous revenons sans les enfants, nous serons tous les deux considérés comme des échecs. Si nous les trouvons, nous aurons tous les deux gagné notre place. » Ces mots révélèrent une profonde compréhension de la dynamique sociale à laquelle ils étaient tous deux confrontés. Il n'était pas seulement un guerrier capturé et une femme livrée. Ils étaient deux étrangers qui devaient prouver qu'ils méritaient d'appartenir à cette communauté. Ce fut Geneviève qui entendit la première les faibles pleurs provenant d'une profonde crevasse dans la paroi du canyon. Son ouïe, entraînée à écouter les sons subtils de la vie domestique, capta ce que Kélan avait manqué. « Là », murmura-t-elle en désignant la fente qui semblait avaler la lumière de la lune. Kélan se pencha dans la crevasse et confirma ses soupçons. 3 enfants étaient piégés dans une cavité. Naturelle, effrayés mais apparemment indemnes. Le problème était que l'ouverture était trop étroite pour qu'un guerrier adulte puisse descendre sans se coincer. « Puis-je descendre ?» offrit Geneviève sans hésitation, évaluant l'ouverture avec des yeux qui avaient appris à calculer les espaces pendant ses semaines de travail avec les femmes du village. « C'est dangereux, » murmura Kélan. Mais elle étudiait déjà la meilleure façon de descendre. « Tout dans cette vie est dangereux, » répondit-elle avec un sourire qui surprit le guerrier. « Au moins, cette fois, je peux choisir mon propre risque. » Avec une corde faite de fibres végétales attachée autour de sa taille, Geneviève descendit lentement dans la cavité où attendaient les enfants terrifiés. Son cœur battait la chamade, mais pas de peur. Pour la première fois depuis son arrivée sur le territoire, elle se sentait vraiment utile. Les enfants s'accrochèrent à elle comme si elle était un ange envoyé pour les secourir, et un par un, elle réussit à les attacher avec la corde pour que Kélan les hisse à la surface. Quand elle fut enfin elle-même hissée, elle trouva le guerrier qui l'observait avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant dans ses yeux. « Tu as le cœur d'une guerrière », murmura-t-il en l'aidant à se relever sur un sol ferme. C'était le premier compliment qu'elle recevait depuis son arrivée, et elle sentit quelque chose s'enflammer dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement de la gratitude ou du soulagement, c'était la reconnaissance d'avoir trouvé une partie d'elle-même qu'elle n'avait jamais connue. Le retour au village fut triomphal. Les parents des enfants sauvés accueillirent Geneviève non pas comme une étrangère, mais comme quelqu'un qui avait risqué sa propre sécurité pour le bien-être de leurs enfants. Les femmes qui l'observaient auparavant avec méfiance la regardaient maintenant avec un respect sincère. Ce soir-là, pour la première fois depuis son arrivée, Kélan s'approcha du feu de camp où Geneviève était assise seule après la célébration. « Puis-je m'asseoir avec toi ?» demanda-t-il avec une politesse qu'il n'avait pas montrée auparavant. « C'est ton village, » répondit-elle. « Je suis l'invité non désiré. »« Plus maintenant, » dit-il en s'asseyant à une distance respectueuse, mais suffisamment proche pour qu'il puisse parler à voix basse. « Aujourd'hui, tu as prouvé que ta présence ici peut être une bénédiction, pas une malédiction. » Pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, ils parlèrent vraiment. Kélan lui raconta sa capture, comment il avait combattu jusqu'à perdre connaissance en défendant un groupe d'anciens lors d'une attaque de l'armée. Geneviève lui parla de sa vie au château, de la façon dont elle avait grandi en se sentant utile uniquement pour les tâches domestiques, sans imaginer qu'elle avait la force intérieure de faire face à de vrais défis. « Ton ancienne vie te manque-t-elle » demanda-t-il, alors que le feu s'était réduit à des braises qui brillaient comme des étoiles filantes. Geneviève réfléchit longuement à la question. « La sécurité me manque, » admit-elle. « Savoir à quoi m'attendre chaque jour me manque. Mais me sentir inutile ne me manque pas. Ici, chaque jour que je survis était une victoire que j'ai remportée par moi-même. » Kélan hocha la tête avec compréhension. « La liberté de chevaucher sans limite me manque. Mais la solitude de ne pas avoir un endroit où appartenir vraiment ne me manque pas. » Ces mots révélèrent une vulnérabilité que Geneviève n'avait pas attendue. Ce guerrier, qui semblait si fort et autonome, était aussi un homme qui cherchait sa place dans le monde. Quand ils se dirent au revoir cette nuit-là, ils savaient tous les deux que quelque chose avait changé entre eux. Ils n'étaient plus seulement 2 prisonniers se tolérant mutuellement. Ils étaient 2 personnes qui avaient commencé à se voir comme des êtres humains complets, avec des histoires, des peurs et des forces qui méritaient le respect.
Les jours qui suivirent le sauvetage transformèrent complètement la vie de Geneviève dans le village. Les femmes qui la regardaient auparavant avec méfiance la sollicitaient désormais pour des tâches nécessitant des mains délicates ou une perspective différente. Les enfants couraient vers elle dès qu'ils la voyaient, se souvenant comment elle avait risqué sa sécurité pour les sauver de l'obscurité de la caverne. Mais c'est le petit garçon de 6 ans qu'elle avait sauvé en premier qui devint son ombre constante. Ses parents étaient morts lors d'une attaque ennemie quelques mois plus tôt, et depuis, il vivait sous la protection de la tribu, mais sans la chaleur spécifique d'une famille. La douceur de Geneviève avait touché son cœur blessé, et elle avait répondu à ce besoin avec un instinct maternel qu'elle ne se connaissait pas. « Geneviève, » lui dit-il un matin alors qu'elle l'aidait à tresser des cordes pour les filets de pêche, « resteras-tu pour toujours avec nous ?» La question la frappa comme un coup de poing à l'estomac. Rester pour toujours, elle n'avait pas pensé en termes de pour toujours depuis son arrivée. Elle avait été si concentrée sur sa survie au jour le jour qu'elle ne s'était pas autorisée à imaginer un avenir réel en ce lieu. « Je ne sais pas, petit, » répondit-elle honnêtement en caressant les cheveux noirs du garçon. « Voudrais-tu que je reste ?»« Oui, » répondit-il sans hésiter. « Kélan veut aussi que tu restes. Je le vois dans ses yeux quand il te regarde. » Les mots du garçon la firent sourire. Les enfants avaient une façon de voir des vérités que les adultes s'efforçaient de cacher. Il était vrai que la façon dont Kélan l'observait avait changé. Ce n'était plus l'évaluation froide d'un guerrier mesurant une menace potentielle. Il y avait maintenant de la curiosité, du respect et quelque chose de plus profond qu'aucun des deux n'osait encore nommer. Le même après-midi, alors que Geneviève aidait Helga à préparer des remèdes avec des herbes de la forêt, un jeune guerrier arriva en courant avec une nouvelle alarmante. Une famille de colons français campait près de la source sacrée, le lieu où la tribu accomplissait ses rituels ancestraux et où la présence d'étrangers était interdite. « Ils sont malades », rapporta le jeune homme, essoufflé par sa course. Une femme, son mari et 2 jeunes enfants. Ils semblent avoir la fièvre qui tue, mais ils sont trop faibles pour bouger. Ulrich convoqua immédiatement un conseil de guerre. La présence de Français en territoire sacré était une violation normalement punie de mort. Mais attaquer une famille malade pourrait attirer la vengeance de l'armée et mettre tout le village en danger. « Nous devons les expulser avant qu'ils ne contaminent l'eau sacrée », déclara l'un des plus jeunes guerriers, dont le père avait été tué par des soldats français. « S'ils sont aussi malades que le dit le faucon rapide, ils mourront en chemin », répliqua un autre. Leur mort en territoire sacré contaminerait la terre pire que leur présence vivante. Kélan était resté silencieux pendant le débat, mais lorsque toutes les voix se turent, il se leva. « Je connais cette maladie, » dit-il d'une voix grave. « Ma sœur cadette en est morte il y a 3 hivers. Si c'est vraiment la fièvre qui tue, ils seront bientôt trop faibles pour être une menace, mais aussi trop faibles pour partir. » C'est alors que Geneviève, qui avait écouté depuis le bord du cercle où les femmes étaient autorisées à observer mais pas à participer, fit quelque chose qui surprit tout le monde. Elle s'avança et s'adressa directement au conseil. « Je peux les aider », déclara-t-elle d'une voix ferme qui résonna dans le silence attentif. « Au château de mon père, j'ai vu cette maladie plusieurs fois. Je sais comment préparer les remèdes qui peuvent les sauver. Si nous leur rendons la santé, ils pourront partir de leur plein gré, sans contaminer la terre sacrée. » Le silence qui suivit fut si profond qu'on pouvait entendre le vent murmurer entre les huttes. Une femme française proposant de sauver d'autres Français pouvait être considérée comme une trahison envers sa nouvelle tribu. Mais cela pouvait aussi être la solution parfaite à un problème qui menaçait d'avoir des conséquences violentes. « Et s'ils essaient de te faire du mal ?» demanda Ulrich, étudiant le visage déterminé de Geneviève. « S'ils te reconnaissent comme la fille d'un baron et essaient de t'emmener de force, alors ils auront prouvé qu'ils ne méritaient pas mon aide, » répondit-elle calmement. « Mais s'ils sont vraiment en train de mourir, ils n'auront la force de rien sauf de remercier pour tout soulagement qu'ils pourront recevoir. » Kélan se leva lentement. « Je l'accompagnerai, » annonça-t-il, et sa déclaration ajouta une nouvelle dimension au débat. « Si quelque chose tourne mal, je serai là pour la protéger. Si le remède fonctionne, je serai témoin qu'elle a choisi de sauver des vies françaises pour protéger la terre de la tribu. » 2 heures plus tard, Geneviève et Kélan chevauchaient vers la source sacrée, transportant des sacoches remplies d'herbes médicinales qu'elle avait préparées sous la direction d'Helga. Le trajet se fit en silence, mais c'était un silence différent de celui des premières semaines.
Ce n'était plus la tension de deux étrangers contraints de se tolérer. C'était la concentration partagée de deux personnes unies par un but commun. Quand ils arrivèrent à la source, ils trouvèrent exactement ce que le jeune guerrier avait décrit. Une famille de colons avait établi un campement de fortune près de l'eau cristalline. Mais il était évident qu'ils n'avaient pas choisi cet endroit par manque de respect, mais par désespoir. L'homme gisait inconscient sous une couverture en lambeaux, tandis que la femme, malgré sa propre fièvre, essayait de donner de l'eau à deux enfants qui tremblaient de manière incontrôlable. « Qui valait ?» cria la femme d'une voix rauque en voyant les cavaliers approcher. Sa main se déplaça instinctivement vers un vieux fusil posé à côté d'elle, mais elle était trop faible pour le soulever. « Nous venons aider », répondit Geneviève en français, descendant lentement pour ne pas effrayer davantage la famille malade. « Je suis une guérisseuse. Je peux préparer un remède contre la fièvre. » La femme l'étudia avec des yeux vitreux à cause de la maladie. « Vous êtes française ?» demanda-t-elle avec incrédulité. « Que faites-vous avec un barbare? C'est une longue histoire, » répondit Geneviève en s'approchant avec des gestes doux et non menaçants. « L'important maintenant, c'est que vos enfants ont besoin de médicaments, et je sais comment les préparer. » Pendant les heures qui suivirent, Geneviève travailla sans relâche, préparant des infusions d'écorce de saule pour faire baisser la fièvre, des cataplasmes d'herbes antiseptiques pour les plaies infectées, et un bouillon nutritif à base de racines qui renforcerait leurs corps affaiblis. Kélan l'aidait sans un mot, tenant des récipients, alimentant le feu et surveillant les environs pour s'assurer qu'il n'y avait pas de danger supplémentaire. « Pourquoi nous aidez-vous » murmura la femme quand elle eut retrouvé assez de force pour s'asseoir. « Nous sommes des étrangers pour vous, et votre compagnon est un barbare. Il devrait nous vouloir morts. » Geneviève arrêta de moudre des herbes et regarda la femme droit dans les yeux. « Parce qu'il y a des moments dans la vie où nous devons choisir entre la haine et la compassion, » répondit-elle avec une simplicité profonde. « Je choisis la compassion. » Kélan, qui avait écouté en silence, sentit quelque chose bouger au plus profond de sa poitrine. Dans ces mots, il reconnut le cœur de la femme qu'il avait commencé à admirer. Quelqu'un capable de transcender les divisions artificielles entre les peuples pour voir simplement la souffrance humaine qui avait besoin d'être soulagée. Au crépuscule du deuxième jour, la famille avait retrouvé assez de force pour voyager. L'homme pouvait se tenir debout sans aide, les enfants couraient autour du campement et la femme avait retrouvé des couleurs sur ses joues. Avant de partir, ils s'approchèrent de Geneviève, les larmes aux yeux. « Nous n'avons rien de précieux à vous offrir, » dit l'homme d'une voix brisée par l'émotion, « mais nous n'oublierons jamais qu'une femme au grand cœur nous a sauvé la vie alors que nous étions perdus. Votre rétablissement est tout le paiement dont j'ai besoin, » répondit Geneviève. « Voyagez en sécurité et restez à l'écart des territoires qui ne vous appartiennent pas. » Quand la famille disparut à l'horizon, Geneviève et Kélan restèrent seuls près de la source sacrée. Les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel pourpre du crépuscule, et l'eau cristalline reflétait la lumière argentée du croissant de lune. « Pourquoi l'as-tu vraiment fait ?» demanda Kélan en s'asseyant à côté d'elle sur un rocher lisse au bord de l'eau. Ce n'était pas seulement de la compassion. Il y avait autre chose. Geneviève contempla les étoiles un long moment avant de répondre. « Parce que je voulais prouver que je peux choisir de protéger cet endroit autant que n'importe quel guerrier né ici, » admit-elle. Sauver cette famille et les faire partir de leur plein gré a mieux protégé la sainteté de cette source que de les tuer. Kélan hocha lentement la tête. « Tu comprends plus ce que c'est que d'être des nôtres que beaucoup de ceux qui sont nés ici, » murmura-t-il. « Être un guerrier ne signifie pas toujours se battre. Parfois, cela signifie trouver des chemins qui évitent des batailles inutiles. » Ces mots créèrent un silence confortable entre eux, le genre de silence qui ne peut exister qu'entre des personnes qui se comprennent profondément. Ce fut Kélan qui rompit finalement ce silence, parlant de quelque chose qu'il avait gardé pour lui depuis sa capture. « Mon vrai nom n'est pas Kélan, » confessa-t-il, sa voix à peine un murmure dans la nuit. « C'est Ronan. Cela signifie petit phoque dans la langue de ma grand-mère. Kélan est le nom que j'utilise avec les Français parce qu'il est plus facile à prononcer pour eux. Mais toi, tu mérites de connaître mon vrai nom. » Geneviève sentit qu'on lui avait fait un cadeau précieux. Dans les cultures tribales, partager son vrai nom était un acte de confiance profonde, une invitation à connaître la véritable âme d'une personne. « Ronan », répéta-t-elle doucement, goûtant la sonorité des syllabes sur sa langue. « C'est magnifique. Cela signifie que chaque nuit, quand je regarderai les étoiles, je pourrai penser à ton vrai nom. »
Il se tourna vers elle, et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, Geneviève vit quelque chose dans ses yeux qui la fit frissonner intérieurement. Ce n'était pas seulement du respect ou de l'amitié, c'était l'éclat d'un homme qui commençait à voir une femme non pas comme un fardeau imposé, mais comme une compagne choisie par le cœur. « Geneviève » murmura-t-il son nom comme une prière. « Sais-tu ce que ton nom signifie » ?»« Ma mère m'a dit qu'il signifie vague blanche, » répondit-elle, surprise par la question. « Alors ton nom est aussi parfait, sourit-il, un sourire sincère qui transforma complètement son visage. Car tu as transformé ce lieu aride en un jardin où de belles choses peuvent pousser. » Quand ils retournèrent au village cette nuit-là, quelque chose de fondamental avait changé entre eux. Ils n'étaient plus qu'Hélan et Geneviève, le guerrier capturé et la femme livrée. Ils étaient Ronan et Geneviève, deux personnes qui avaient commencé à se reconnaître comme des âmes sœurs dans un monde qui avait essayé de les séparer. Cette nuit-là, pour la première fois depuis son arrivée, Ronan ne dormit pas à l'extérieur de la cabane. Avec une timidité qui contrastait avec sa réputation de guerrier féroce, il demanda la permission de dormir de l'autre côté du feu central, dans l'espace qu'elle avait commencé à considérer comme un foyer. « Es-tu sûr ?» demanda-t-elle, comprenant l'importance de cette étape dans leur relation. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie, » répondit-il avec une honnêteté qui fit battre le cœur de Geneviève plus vite. Alors qu'ils s'installaient de part et d'autre du feu, ils savaient tous les deux qu'ils avaient franchi une ligne invisible mais cruciale. Ils ne survivaient plus simplement ensemble. Ils commençaient à construire quelque chose qui pourrait s'appeler le véritable amour. 3 mois s'étaient écoulés depuis la nuit près de la source sacrée, et la vie de Geneviève en territoire ennemi avait trouvé un rythme qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Sa relation avec Ronan s'était épanouie comme un jardin dans le désert. Ils dormaient dans la même cabane, mais sur des lits séparés, respectant les traditions. Pourtant, entre eux, une connexion qui transcendait le physique s'était développée. « La saison des cérémonies approche », lui avait dit Ronan un matin. « C'est le moment où notre peuple célèbre les unions sacrées. Ulrich m'a demandé si je souhaitais demander la permission de... » Sa voix s'éteignit, mais ses yeux complétèrent la question. « Me demandes-tu si je veux être ta femme selon les traditions de ton peuple ?» murmura Geneviève, à peine capable de croire ses mots. « Je te demande si tu veux construire avec moi une vie qui soit notre choix, et non l'imposition des autres, répondit-il en prenant ses mains. Je te demande si tu veux que nous soyons ceux qui décident de notre destin. Oui, chuchota-t-elle. Oui, je veux choisir une vie avec toi. Mais le destin avait d'autres plans. Le même après-midi, le petit loup arriva en courant, la terreur dans les yeux. Geneviève, des soldats français, cria-t-il en montrant l'horizon où un nuage de poussière s'approchait. Beaucoup de soldats avec des bannières. Lorsque les cavaliers apparurent, ce que Geneviève vit la frappa comme un éclair. En tête chevauchait son frère Évariste en uniforme de capitaine. À ses côtés se trouvait le baron Philippe, son père. 30 soldats formaient une présence intimidante derrière eux. « Geneviève » cria le baron en la voyant. « Ma fille, nous sommes venus te ramener à la maison. » Maison. Ce mot qui avait autrefois signifié sécurité, sonnait maintenant comme une prison. Ronan apparut immédiatement à ses côtés. « Tu n'es pas obligé de partir avec eux, » murmura-t-il. « Tu es libre de choisir ton propre chemin. » Le baron s'approcha d'un pas décidé. Les mois avaient complètement transformé Geneviève. Sa peau était bronzée, son corps fort et ses yeux brillaient de confiance. « Regarde ce que tu es devenu, » murmura-t-il. Vêtu comme une sauvage, vivant dans des conditions primitives, oubliant tout ce que nous t'avons appris. « Je suis devenu quelqu'un d'utile, » répondit Geneviève avec une calme sérénité. « Je suis devenu quelqu'un qui peut sauver des vies et choisir son propre destin. N'est-ce pas ce que vous vouliez ?» Évariste s'avança. « Tu as passé trop de temps parmi ces sauvages. Tu ne penses plus clairement. Il est temps de retourner à la civilisation. »« Civilisation ?» demanda Geneviève avec défi. « Un endroit où j'ai été considéré comme inutile toute ma vie. Ici, j'ai trouvé une civilisation qui valorise mon cœur, pas seulement mon nom de famille. » Le baron échangea un regard avec Évariste. Il s'attendait à trouver une fille brisée, pas une femme qui défendait sa nouvelle vie avec passion. « Nous sommes venus t'offrir la rédemption, » annonça le baron. « Le fils du comte de Rochefort veut t'épouser. C'est un homme respectable, prêt à oublier ton expérience avec les barbares. »« Je n'ai besoin de la rédemption de personne, » déclara Geneviève. « Et je n'ai pas besoin d'un homme qui me tolère par faveur. J'ai trouvé un homme qui m'aime pour ce que je suis vraiment. »
Le baron remarqua alors Ronan, qui était resté silencieux mais alerte. « Est-ce là le barbare qui t'a rempli la tête d'idées romantiques ?» demanda-t-il avec mépris. « Crois-tu que tu peux avoir une vraie vie avec un prisonnier de guerre ?» Ronan s'avança avec une dignité naturelle. « Baron de Valois, dit-il en français parfait, mon nom est Ronan, et je ne suis prisonnier de personne. Votre fille a choisi de rester de son plein gré, et j'ai choisi de l'aimer de mon plein gré. Si elle décide de partir, je la laisserai partir avec ma bénédiction. Si elle décide de rester, je la protégerai de ma vie. » Ces mots furent prononcés avec une telle dignité que même Évariste sembla impressionné. « Geneviève, » intervint le baron avec une autre approche, « pense à ta mère, dame Isabelle. Elle pleure toutes les nuits depuis que tu es parti, pense à la douleur que tu lui causes. » La mention de sa mère frappa Geneviève profondément. « Comment va vraiment ma mère, malade de chagrin ?» répondit Évariste. « Les médecins disent que son cœur s'affaiblit à cause de la douleur de t'avoir perdu. Elle pourrait ne pas survivre si sa seule fille ne revient pas. » Les mots étaient des poignards dans l'âme de Geneviève. Après tout, dame Isabelle avait été celle qui lui avait montré un amour inconditionnel. Ronan, voyant la douleur de sa bien-aimée, prit une décision qui démontrerait la profondeur de son amour. « Geneviève, dit-il doucement, si tu as besoin d'aller voir ta mère, je t'attendrai ici, peu importe le temps que cela prendra. » Ces mots brisèrent finalement les défenses de Geneviève. Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle luttait avec la décision la plus difficile de sa vie. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, murmura-t-elle. Je ne peux pas décider maintenant, si soudainement. » Ulrich s'avança. « Nous vous invitons à passer la nuit dans notre village, annonça-t-il. Vous pourrez voir comment vit votre fille ici. Le matin, elle décidera l'esprit clair. » Cette nuit fut tendue. Geneviève était assise entre deux mondes, sa famille d'un côté, Ronan et le petit loup de l'autre. Pendant le dîner, elle vit son père et son frère observer chaque aspect de la vie de la tribu, cherchant à confirmer leurs préjugés. Mais ils virent aussi des moments inattendus. Comment le petit loup se blottissait contre Geneviève avec une confiance absolue, comment les femmes la traitaient comme une sœur chérie, comment Ronan la regardait avec un amour évident. « Cet enfant est... » commença le baron. « C'est mon fils adoptif, » répondit Geneviève avec fierté. « Ses parents sont morts et j'ai choisi de m'occuper de lui. Il a choisi de m'aimer comme une mère. » Le baron étudia l'interaction. Le lien sincère entre eux était évident. Quelque chose qu'il n'avait pas réussi à créer avec sa autre fille. Alors que la nuit s'approfondissait, Geneviève se retrouva seule avec sa décision. Ronan s'approcha de l'endroit où elle contemplait les étoiles. « Quelle sera ta décision ?» demanda-t-il doucement. « Je ne sais pas, » admit-elle avec une honnêteté douloureuse. « J'aime la vie que nous avons construite ici. Je t'aime. J'aime le petit loup. J'aime la personne que je suis devenue. Mais j'aime aussi ma mère, et l'idée qu'elle meure à cause de moi me détruit. » Ronan prit ses mains. « Alors va avec eux, » dit-il avec une générosité qui lui brisa le cœur. « Va prendre soin de ta mère. Je t'attendrai ici jusqu'à ce que tu puisses revenir. Et si je ne peux pas revenir, s'il me force à rester, alors j'aurai eu la bénédiction de t'aimer pendant ces quelques mois parfaits, » l'interrompit-il avec un sourire triste, « et ce sera plus d'amour véritable que beaucoup n'en connaissent dans toute une vie. » Ces mots furent la goutte d'eau finale. Geneviève se jeta dans ses bras, sanglotant alors qu'elle luttait avec une décision impossible. À l'aube, alors que le baron préparait le départ, Geneviève sortit avec détermination. « J'irai avec vous, » annonça-t-elle, « mais seulement pour voir ma mère. Je n'accepte qu'une proposition de mariage, et je reviendrai dès que je saurai qu'elle va bien. » Le baron protesta, mais Geneviève maintint fermement ses conditions. « C'est ma décision finale. Soit vous acceptez mes termes, soit je reste ici pour toujours. » Une heure plus tard, alors qu'elle s'éloignait du village à cheval aux côtés des soldats, Geneviève se retourna pour voir Ronan et le petit loup observer son départ, le cœur brisé mais plein de compréhension. Elle ne savait pas que ce serait la dernière fois qu'elle les verrait avant de nombreux mois, ni que faire ce qui était juste pour sa mère l'amènerait à affronter l'épreuve la plus difficile de sa vie. Le retour au château de Valois fut comme revenir à une vie qui ne lui appartenait plus. Geneviève trouva sa mère, dame Isabelle, dans un état déplorable, pâle, mince, avec des cernes sous les yeux qui parlaient de nuits sans sommeil et de jours sans espoir. Mais quand elle vit sa fille entrer par la porte principale, ses yeux s'illuminèrent comme si elle avait vu un miracle. « Ma fille » pleura-t-elle en la serrant dans une étreinte désespérée. « Je pensais ne jamais te revoir. Je pensais que tu étais morte dans cette terre sauvage. »
Pendant les semaines qui suivirent, Geneviève se consacra entièrement aux soins de sa mère. Elle lui préparait des repas nutritifs, l'accompagnait lors de longues promenades dans le jardin et passait des heures à lui raconter des histoires soigneusement éditées de sa vie parmi la tribu. Progressivement, Dame Isabelle commença à reprendre des couleurs sur ses joues et de la lumière dans ses yeux. Mais à mesure que sa mère allait mieux, la pression familiale augmentait. Le baron amenait constamment le jeune comte de Rochefort à dîner, un homme de 30 ans dont le principal attrait semblait être sa volonté de pardonner le passé de Geneviève. Chaque conversation ressemblait à une négociation dans laquelle elle était le produit à vendre. « Geneviève », lui dit le comte un après-midi alors qu'il se promenait dans le jardin sous le regard vigilant du baron, « je comprends que vous avez vécu des expériences difficiles, mais je suis prêt à vous offrir une nouvelle chance d'être une épouse respectable. Nous pourrions avoir une belle vie ensemble. » Ces mots, bien qu'intentionnés, sonnaient creux comparés aux déclarations passionnées de Ronan. « Monsieur le comte, » répondit-elle avec une politesse froide, « j'apprécie votre offre, mais mon cœur appartient à un autre. »« Vous parlez du chevalier barbare ?» demanda-t-il avec un dédain à peine dissimulé. Geneviève, ce n'était pas un véritable amour. C'était de la survie dans des circonstances extrêmes. Ici, vous pouvez avoir un amour véritable et civilisé. Ces mots furent la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Vous ne savez rien du véritable amour, répliqua-t-elle avec une fermeté qui surprit le prétendant. Le véritable amour ne juge pas le passé, ne négocie pas de conditions et ne s'offre certainement pas comme un pardon pour être qui l'on est. Ce soir-là, le baron entra dans sa chambre avec une expression sombre. « Geneviève, ton comportement est inacceptable. Le comte est un homme bon, d'une famille respectable. Tu ne peux pas continuer à t'accrocher à des fantasmes sur une vie avec des barbares. »« Ce ne sont pas des fantasmes, père, » répondit-elle en se redressant avec la dignité qu'elle avait apprise en territoire ennemi. « C'est la vie la plus réelle que j'ai jamais vécue. Et si vous me forcez à épouser quelqu'un que je n'aime pas, vous tuerez la fille que vous avez eu tant de mal à récupérer. » La tension atteignit son paroxysme lorsque le baron annonça qu'il avait fixé la date du mariage pour la semaine suivante, avec ou sans le consentement de Geneviève. « C'est pour ton bien, » déclara-t-il. « Avec le temps, tu apprendras à être reconnaissante pour cette décision. » Mais Dame Isabelle, qui avait écouté les discussions quotidiennes avec une inquiétude croissante, intervint finalement. Une nuit, elle entra silencieusement dans la chambre de sa fille et s'assit sur le bord du lit. « Ma fille, » commença-t-elle d'une voix douce, « je t'ai observé depuis ton retour. Il y a une lumière dans tes yeux quand tu parles de ta vie avec la tribu que je n'ai jamais vue pendant toutes les années que tu as vécues ici. Il y a une force dans ta voix, une assurance dans tes mouvements qui me dit que tu as trouvé quelque chose de réel là-bas. » Geneviève sentit des larmes se former dans ses yeux. « Mère, j'ai trouvé le véritable amour. J'ai trouvé un but. J'ai trouvé une version de moi-même qui vaut la peine d'être aimée. » Dame Isabelle prit les mains de sa fille dans les siennes. « Alors va, » murmura-t-elle. « Va chercher ton bonheur avant qu'il ne soit trop tard. Je serai bien. Savoir que tu es heureuse me donnera plus de santé que de t'avoir ici, malheureuse, pour toujours. » Le lendemain matin, avant que le reste de la maison ne se réveille, Geneviève partit, montée sur sa jument préférée, n'emportant que l'essentiel et une lettre d'adieu pour sa famille. Sa mère l'avait aidée à s'échapper, lui donnant de l'argent et des provisions pour le voyage. Le chemin du retour vers le territoire de la tribu lui prit 4 jours d'intenses chevauchées, pendant lesquelles son cœur battait avec un mélange d'espoir et de terreur. Et si Ronan avait décidé qu'il avait assez attendu? Et s'il avait trouvé une autre femme? Et si le village ne voulait plus d'elle? Quand elle aperçut enfin les tentes familières à l'horizon, son cœur faillit s'arrêter. Le village était là, mais il semblait différent. Plus petit, moins de tentes. En s'approchant, elle comprit pourquoi. De nombreuses familles étaient parties, probablement à la recherche de territoires plus sûrs. Elle descendit de cheval, les jambes tremblantes, et marcha vers le centre du village. Les quelques personnes qu'elle vit la reconnurent immédiatement, mais leurs expressions étaient prudentes. Finalement, Helga s'approcha. « Geneviève, » dit-elle avec une surprise évidente. « Es-tu revenue pour rester ou juste pour une visite ?»« Je suis revenue pour rester, » répondit-elle d'une voix ferme. « Où est Ronan? Où est le petit loup ?» Helga désigna une tente solitaire, au bord du cercle. « Ronan est là, mais tu dois savoir, ces derniers mois ont été très difficiles pour lui. Beaucoup pensaient que tu ne reviendrais jamais, mais il a insisté pour t'attendre. Le petit loup t'a aussi attendu, mais il y a 2 semaines, il est tombé gravement malade.
Ronan n'a pas quitté son chevet. Le cœur de Geneviève s'accéléra alors qu'elle courait vers la tente. Quand elle souleva l'entrée en cuir, elle découvrit une scène qui la déchira. Ronan était assis à côté d'un petit lit où gisait le petit loup, pâle et respirant avec difficulté. Le guerrier avait l'air décharné, comme s'il n'avait pas mangé ni dormi correctement depuis des semaines. « Ronan !» murmura-t-elle doucement. Il se tourna lentement, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Quand leurs yeux se rencontrèrent, elle vit des larmes se former dans ses yeux sombres qu'elle aimait tant. « Geneviève !» chuchota-t-il son nom comme une prière. « Es-tu vraiment là ? Je suis là pour rester, répondit-elle en courant vers lui. Je suis là pour toujours. Ils s'étreignirent avec un désespoir qui parlait de tous les mois de séparation, de toutes les nuits où ils avaient rêvé de ce moment. Mais leur réunion fut interrompue par une faible toux provenant du lit. « Geneviève !» murmura le petit loup d'une voix à peine audible. « Ma mère est revenue. » Geneviève s'agenouilla à côté de l'enfant, prenant sa petite main dans la sienne. « Oui, mon petit guerrier. Ta mère est revenue. Et elle ne partira plus jamais. » Pendant les jours qui suivirent, Geneviève se consacra entièrement à soigner le petit loup, utilisant toutes les techniques de guérison qu'elle avait apprises de sa grand-mère et des femmes de la tribu. Progressivement, le garçon commença à aller mieux, et avec sa guérison, tout le village sembla reprendre vie. Une nuit, alors que le petit loup dormait paisiblement pour la première fois depuis des semaines, Ronan emmena Geneviève à la source sacrée où ils avaient partagé leur premier moment d'intimité réelle. « Je pensais t'avoir perdu pour toujours », confessa-t-il sous les étoiles qui brillaient comme des diamants. « Chaque jour qui passait sans nouvelles de toi, c'était comme mourir un peu plus. »« Tu ne m'as jamais perdu », répondit-elle en prenant son visage entre ses mains. « Mon cœur n'a jamais quitté cet endroit. Je devais m'assurer que ma mère allait bien, mais j'ai toujours su que je reviendrais vers toi. » Ronan sortit quelque chose de ses vêtements. Un collier fait de perles de turquoise et d'argent, sur lequel il avait travaillé pendant tous les mois de son absence. « C'est pour notre cérémonie de mariage, » dit-il d'une voix tremblante d'émotion. « Si tu veux toujours m'épouser selon nos traditions. »« Je veux t'épouser selon toutes les traditions, » répondit-elle avec des larmes de bonheur. « Française, tribale, et tout autre qui nous unira plus fortement. » La cérémonie eut lieu une semaine plus tard, lorsque la pleine lune illumina le cercle sacré où toute la tribu s'était rassemblée pour bénir leur union. Geneviève portait une magnifique robe en daim ornée de perles, tandis que Ronan portait ses plus beaux atours de guerre. Le petit loup, complètement rétabli, servit de porteur des anneaux en argent pur. Ulrich officia la cérémonie, parlant de la façon dont le véritable amour peut s'épanouir même dans les circonstances les plus difficiles, de la façon dont deux cœurs destinés à être ensemble trouveront toujours le chemin du retour l'un vers l'autre. 5 ans plus tard, Geneviève et Ronan avaient bâti une communauté prospère qui servait de pont entre deux mondes. Leur foyer était devenu un lieu où les familles françaises et tribales vivaient en harmonie, où les enfants jouaient ensemble sans se soucier de la couleur de leur peau, et où l'amour s'était avéré plus fort que tout préjugé. Geneviève, désormais mère de 3 de ses propres enfants en plus du petit loup, était devenue une guérisseuse reconnue dans toute la région. Son histoire était racontée autour des feux de camp comme un exemple de la façon dont le véritable amour peut transformer les destins et guérir les blessures ancestrales. Un après-midi, alors qu'elle regardait ses enfants jouer dans le jardin qu'elle avait planté à côté de leur maison, Ronan s'approcha et l'enlaça par derrière. « Ton ancienne vie te manque-t-elle parfois ?» demanda-t-il comme il l'avait fait tant de fois au fil des ans. « Comment pourrais-je regretter une vie où je n'ai jamais été vraiment heureuse ?» répondit-elle en s'appuyant contre sa poitrine solide. « Ici, j'ai tout ce dont j'ai toujours rêvé sans même savoir que j'en rêvais. Un mari qui m'aime complètement, des enfants qui sont ma joie, et un but qui remplit mon âme. » Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel d'or et de pourpre, Geneviève sut qu'elle avait fait le bon choix. Le véritable amour avait triomphé de tous les obstacles, et son histoire était devenue une légende d'espoir pour toutes les femmes qui croyaient que leur bonheur dépendait des décisions des autres. Elle avait appris que le véritable amour ne change pas seulement des vies. Il crée des mondes entièrement nouveaux, où tout est possible.